Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Pour la deuxième semaine consécutive, c'est un duo qui ouvre à cet épisode et c'est le même duo que la semaine dernière puisque j'ai le plaisir de partager cet épisode avec toi Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko, comment tu vas? Ça va tout bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. On a passé un week-end tranquille avec un peu moins de foot et puis à faire la fête pour d'autres motifs, donc c'était très sympa. Voilà, pour nos auditeurs, Osvaldo va passer tout prochainement un cap. Donc voilà, ce sera demain, précisément le 17 novembre. N'hésitez pas à lui laisser un petit message si vous êtes amis avec lui sur les réseaux. Voilà, Osvaldo, on a un petit épisode filaire, comme on dit dans le monde de l'animation japonaise, c'est-à-dire un épisode qui fait le lien entre deux moments clés de l'histoire. Il n'y avait pas de match de championnat de Challenge League puisque c'était la troisième et dernière trêve internationale de l'année 2025, enfin de la deuxième partie de l'année 2025. Donc forcément, il y aura une partie de cet épisode qui sera consacrée au début à l'équipe nationale, mais plutôt aux équipes nationales, puisqu'on va aborder deux, trois choses en lien avec la Nati. On vous développera aussi un nouvel épisode de Coin Tactique. On vous en parlera évidemment plus tard. Et puis, en toute fin d'épisode, on fera le briefing de notre prochain match qui nous amènera dans le congélateur de la Pontaise en mois de novembre. Voilà, Osvaldo, on passe tout de suite à la première rubrique. Comme je le disais dans l'introduction, trêve internationale. Donc, on a pris l'habitude maintenant, depuis le début de cette saison 3, de vous donner un peu des nouvelles de l'équipe de Suisse. On l'avait déjà fait un peu la semaine passée où on préparait ces deux échéances importantes pour l'équipe de Suisse. On aura l'occasion déjà de débriefer ou de parler en tout cas, on va pas faire un débriefing complet, mais de parler de ce premier match. Mais avant ça, on voulait donner quelques mots, enfin dire quelques mots sur la performance d'un Xamaxien, vendredi soir du côté de la Tuyère à Lausanne où la Suisse M21 a tenu en échec, l'équipe de France, mais dans un match que la Suisse aurait dû gagner tant elle a dominé une grande partie du match, on va dire jusqu'à l'heure de jeu, hein. C'était, les Suisses qui étaient le plus en évidence. Ensuite, l'équipe de France a égalisé et puis on a souffert dans la dernière demi-heure, mais on a quand même pu tenir le point du match nul. Et puis Noah Strait, était sélectionné pour cette échéance. Alors Osvaldo, c'était une demi-surprise, on va dire quand même, cette sélection de Noah Strait. Hem, Pas une surprise parce que nous, on le voit jouer après semaine après semaine et on a vu sa montée en puissance, mais quand même une surprise. On s'attendait pas à ce qu'il soit convoqué, et titularisé même, j'ai envie de dire, aux côtés de joueurs qui sont régulièrement titulaires, à l'échelon au-dessus. Oui, oui, puis en plus de ça, si je puis me permettre, le prestige de l'adversaire est un beau cadeau supplémentaire pour lui et je pense une surprise supplémentaire parce qu'en l'occurrence, c'est l'équipe de France qui était face à l'équipe de Suisse, M21 à la Tuilière. Vendredi soir. À noter que ce match avait eu lieu, c'est exactement la même affiche évidemment avec une autre génération, mais avait également eu lieu à la Maladière il y a quelques années. Donc c'est vrai que de pouvoir se frotter Ouais. aux espoirs français quand on sait le vivier de jeunes talents qu'il y a chez nos chers voisins, c'est un cadeau, je pense dont il a dû profiter correctement. Voilà, et puis c'était, on va dire, un flanc droite qui avait une forte consonance xamaxienne, hein, Osvaldo, avec la titularisation comme latéral droite de Zakaria Tekame et Noah Strait sur le côté droite. Il y avait un petit goût de Xamax quand même sur ce côté droit d'Anati. Effectivement, il y en a un qui est plus chez nous, qui est un échelon bien au-dessus, dans un autre club qui joue en rouge et noir en Europe. L'autre, est actuellement en train de faire ses classes et des très bonnes classes
en équipe première de Xamax. Donc, quelque part, au milieu des résultats sportifs de notre club fanion qui ne sont pas toujours des plus enthousiasmants, en tout cas c'est toujours une belle satisfaction personnelle de voir ces joueurs-là briller à un haut niveau international, même si c'est au niveau espoir. C'est toujours quelque chose de plaisant. Et Noah Strait, ben, ça a fait une bonne performance, mais comme la plupart de l'équipe, mais il s'est mis en évidence en délivrant, la passe décisive sur le seul but inscrit par son équipe, par Vogt à la 38e. Donc voilà, c'est de bon augure cette expérience accumulée pour Noah Strait. Pour lui avant tout évidemment, mais aussi peut-être pour Neuchâtel Xamax. Tout à fait, il va certainement pouvoir ressortir, grandi de cette expérience comme, malheureusement, il n'évolue pas dans un club qui se frotte tous les week-ends et en tout cas toutes les semaines au gratin international. C'est toujours quelque chose d'enrichissant de pouvoir gratter ce type d'expérience et ce type de minutes en sélection espoir, face encore une fois à une sélection qui, pour ce qui est des jeunes talents, on a à revendre. Ouais, effectivement, hein, Noah Strait qui était bien entouré, au milieu de terrain avec, Liam Chipperfield, Mark Geiger, enfin c'était vraiment, des beaux noms à côté de lui, aux côtés il y a Tekame, il y avait aussi Niakosi, enfin, et il y avait Tsawa qui avait été titularisé aussi, dans le milieu de terrain. Donc voilà, des joueurs qui évoluent déjà aussi en Super League, voire même à l'étranger. Donc voilà, de bon augure et puis une bonne prestation, hein, de la part des Rouget finalement, qui n'étaient pas favoris du tout de ce match. Quand on connaît le réservoir dont bénéficie l'équipe de France, c'est un bon résultat, un point bon à prendre finalement, même si, ils peuvent être peut-être un peu, déçus. Voilà, Oui, mais alors ce week oui, je disais un point contre ce type d'adversaire-là est toujours bon à prendre. Maintenant, je dois avouer que je n'ai pas vu une minute de ce match. J'ai vu passer cette info comme quoi Streit avait été directement impliqué sur l'une des réussites suisses, enfin sur la réussite suisse, puisqu'il a fait, en l'occurrence, la passe décisive. Mais pour être honnête, je n'ai pas vu plus que cela de ce match. Mais c'est certain que c'est toujours plaisant de voir un joueur qui joue chez nous flamber à ce niveau. tout à fait. Mais le gros morceau, c'était évidemment l'équipe Fagnon, l'équipe A, qui, disputait un match qu'on espérait, décisif, pour la qualification pour la coupe du monde 2026. Alors Osvaldo, on va dire ça, le travail est presque terminé quand même à l'issue de ce match. Une belle victoire 4-1 contre cette équipe suédoise mais la victoire, du Kosovo en Slovénie fait que la Suisse doit attendre mardi pour, officiellement, sabrer le champagne. Mais voilà, on va dire que le travail est pratiquement fait. Il faudrait un énorme tremblement de terre pour que la Suisse n'aille pas directement aux États-Unis mardi soir à l'issue du match, Osvaldo. C'est certain, c'est un petit peu le cas inverse pour l'équipe de mon autre pays d'origine. C'est il faudra un véritable cataclysme pour qu'elle passe première ce soir. Donc oui, clairement, maintenant je pense que le travail a été fait, malgré malgré un petit moment de doute lors de ce match dont qu'on va développer tout à l'heure. Mais comptablement, le travail a été fait, puis finalement, on n'a pas grand-chose à redire sur l'ensemble de cette campagne, parce que quand on voit les points récoltés, quand on voit le bilan de buts marqués et de buts encaissés, il y a vraiment très très peu de raisons enfin, très très peu de raisons de critiquer cette équipe et beaucoup de raisons de lui tresser des louanges pour le parcours qu'elle a fait durant ses qualifications. Oui, parce que, voilà, la réunion du mois de septembre, il y avait ils ont levé les premiers doutes, les doutes qui ont été confirmés à une en octobre, enfin, la fin des doutes, pardon, qui a été confirmée en octobre et là, encore une deuxième confirmation que cette équipe, avait, traversé un cap. Ce groupe-là avait traversé un cap aussi et voilà, on a traversé jusque-là, en tout cas,
des qualifications relativement sereines, à part un match un peu compliqué dans les conditions très spéciales en Slovénie, une pelouse pas très agréable, un adversaire pas très motivé à produire du beau football. Je vais même pas dire qu'ils étaient pas capables, mais en tout cas, ils avaient pas envie, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, avec des confirmations d'un point de vue collectif et aussi individuel. Donc voilà, une équipe de Suisse qui a pris comme souvent, lors de ses qualifications, le match à son compte et qui a ouvert le score logiquement, c'était quoi? C'était la 12e minute sur, une belle combinaison sur le côté droite. Heu, Avec Dan N'Doye à la passe et puis Brelem Embolo en renard des surfaces. Un joli but, hein, Osvaldo, depuis la télé. Moi, j'étais au stade, il était beau, mais je pense qu'à la télé, il était pas mal aussi. Alors je peux pas te dire, parce que j'étais pas devant mon petit écran hier soir, Mais mais t'as en tout cas, revu après coup, quand j'ai même. revu après coup, effectivement. Bah, en fait, toute l'action est bien menée, hein. L'ouverture de d'Akanji au départ, finalement la prise de risque de d'Endoy, qui est franchement l'un de nos messieurs plus de cette sélection. Je veux dire, d'avoir un joueur avec cette qualité technique et cette qualité d'élimination sur un côté, c'est indéniablement un plus. On se rend compte aussi qu'à des périodes historiques où l'équipe de Suisse avait un peu plus de peine avec la réalisation offensive, on taillait les avant-centres, on taillait les attaquants qui manquaient de réalisme, mais il y avait aussi beaucoup moins, on était en pénurie aussi de joueurs créatifs comme Led Anendoy. Et d'avoir un joueur de ce niveau aujourd'hui en équipe nationale, c'est indéniablement un plus parce qu'il fait, je veux dire, il fait au moins la moitié du travail sur ce but. À noter aussi le travail très intéressant de Widmer qui s'efface pour laisser passer le Mmh. ballon pour Mbolo qui peut placer C'est clé. extrêmement bien joué de la part de Widmer, ouais. N'Doye, il avait Effectivement. déjà montré des très bonnes dispositions en Allemagne. Moi, ce qui m'impressionne, au-delà voilà, de ses bonnes capacités, techniques, de vitesse, c'est qu'il a vraiment cette capacité en 1 contre 1 de faire des différences et de faire bouger des blocs bas. Et on n'a pas eu souvent des joueurs comme ça en équipe de Suisse, hein. Donc, on avait parfois de la difficulté à attaquer contre des équipes qui défendaient bien, qui défendaient bas. Et N'Doye, il est capable, tout d'un coup, il joue arrêté et le ballon est arrêté et il est capable d'accélérer comme ça, de créer le danger. Et des joueurs comme ça, c'est extrêmement précieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de le faire à gauche, sur son mauvais pied, il est capable de le faire à droite, sur son bon pied. C'est un joueur extrêmement intéressant pour n'importe quel coach dans n'importe quel système, Tout à vraiment. fait, tout à fait. Moi, c'est franchement, et son évolution finalement de carrière est également plus qu'intelligente. Moi, je pense que c'est un joueur qui par l'intelligence de ses choix, enfin du fait de l'intelligence de ses choix, on n'a pas fini certainement d'en entendre parler. Et même au niveau international, aujourd'hui, il est à Nottingham Forest, mais je pense très sincèrement qu'il est prêt encore à bien évoluer et enfin, pas de doute qu'un de ces quatre, un top club d'un top championnat européen va venir taper à sa porte finalement. Quand on voit depuis qu'il a quitté la Suisse, d'abord son passage à Bologne, puis son transfert vers la Première Ligue, c'est quand même, enfin, c'est surtout dans un pays comme la Suisse, c'est comme ça que n'importe quel joueur de talent devrait évoluer pour moi. Parce qu'on en a vu beaucoup qui ont voulu se lancer des défis trop gros trop tôt et qui se sont vite étouffés. Et lui, il fait les choses avec un calme, une sérénité et une modestie qui fait vraiment plaisir à voir. Et aujourd'hui, ce sont ses choix de carrière qui lui permettent d'être aussi fort aujourd'hui en club et en sélection et de pouvoir dire j'arrive en équipe nationale en tant que joueur titulaire d'un club de première ligue. Ouais, tout à fait. Et puis, on va dire, pas tout à fait après l'ouverture du score, mais dans les 10 minutes qui ont suivi, on a senti, une équipe de Suisse pas forcément moins sereine, mais plus en mode gestion et dans la facilité et on a raté quelques gestes assez simples, des passes latérales ou autres et on s'est mis, presque tout seul en difficulté et ouais, on sentait quand même un peu, arriver même si c'est arrivé sur la première grosse occasion
des Suédois, en tout cas la première frappe cadrée. Mais voilà, une belle volée, de Nygren consécutive à un renvoi de la tête de Rodriguez et on va dire qu'on a dû attendre, le quatrième match, enfin 4 matchs complets plus 33 minutes, on fait les calculs rapides, 393 minutes pour voir, Gregor Kobel prendre un but. Alors, dans le direct, je me suis dit: «Il a eu la main un peu faible sur ce coup-là, Kobel», mais après en revoyant les images, il y a un la frappe, la volée est pas hyper puissante, mais elle est bien placée, puis il y a surtout un rebond très dangereux pour le gardien juste devant lui, quoi. Oui, oui. Après, bon, il y a peut-être, si on veut aller un peu dans le pinaillement, c'est vrai que les Suédois, à l'entrée de ces 16 mètres, je sais, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue au départ. Voilà, enfin, ils font un peu ce qu'ils veulent. En l'occurrence, le buteur suédois, il a quand même pas mal d'espace pour armer sa frappe, alors qu'il y a un paquet de Suisses qui sont à l'entrée des 16 mètres. Donc ça, malheureusement, quand tu te fais fusiller un peu à bout portant comme ça, même si la frappe, on peut partir du principe qu'elle est sur toi. Et oui, on peut dire il a la main pas assez ferme, mais franchement, c'est j'essaye toujours, avant d'incriminer le gardien, de regarder enfin, l'éventuelle erreur qu'il y a avant la faute de main du gardien. C'est vrai que sur le renvoi de la tête de Rodriguez, il y a quand même Akanji et Elvedi qui sont à un bon mètre, on va dire, du joueur suédois au moment où il frappe. Et c'est vrai que, bon, c'est une inattention qui nous a coûté l'égalisation, mais c'est vrai que il y a quand même de l'espace pour frapper, il faut dire ce qui est. Oui, il y a un peu trop d'espace, mais après, voilà, le geste du Suédois, on salue la prise de risque et puis, voilà, ils reviennent dans le match. On les remet presque un peu dans le match, hein, j'ai envie de dire quand même, parce qu'ils étaient pas non plus extrêmement dangereux et puis, juste derrière, Kobel, par contre, fait un arrêt impeccable, face à Bernhardsson sur un contre 1, mais qui était de nouveau consécutive à une perte de balle, on va dire évitable. Et puis jusqu'à la mi-temps, ben, voilà, on tremble un petit peu, hein. On sentait que, voilà, la Suède pouvait frapper à nouveau. La Suisse n'était pas sereine. Et puis c'est là où on a vu, voilà, vraiment les grands progrès de cette équipe. On sent que la mi-temps a fait du bien. Alors même si les 5 premières minutes n'ont pas été extrêmement brillantes, mais il y a surtout eu des phases un peu des Suédois qui restaient au sol après des contacts pas forcément, très graves, où ils ont essayé un peu de casser le rythme. Mais la Suisse a confirmé que mentalement, elle a fait un pas. Elle a repris sa marche en avant, mais surtout, elle a bénéficié, voilà, d'une erreur, de cette fois-ci la défense suédoise avec une relance approximative, si je me trompe pas, c'était le latéral Gunnarsson, hein, qui venait de rentrer en jeu. Gudmundsson, pardon, pas Gunnarsson, Gudmundsson qui fait une passe alors, cataclysmique à Yeah. son gardien. Osvaldo, tu as vu après les images à la télé, tu es arbitre tu arbitre à la VAR, il y a penalty pour toi là ou pas? Alors, j'en étais pas certain à vitesse réelle, je vais être honnête avec toi. Au début, je me dis: «Waouh, Embolo joue quand même vachement bien le coup». Puis en Il fait, joue très bien le coup, ouais. il y a un ralenti où, ben, finalement, ouais, le gardien suédois veut stopper sa course, mais il ne la stoppe pas à temps. Et il vient quand même percuter, Embolo En alors que le voulant ballon dégager est le ballon, donc il met le pied en avant pour faire ça. en en voulant dégager le ballon, mais en l'occurrence, il a aucune chance de l'atteindre. Donc, sur ce postulat-là, oui, pour moi, il y a pénalty. Encore une fois, c'était pas évident à vitesse réelle, mais avec le ralenti en question, pour moi, il y a péno. Ouais, ouais, pour moi Mais aussi, c'était encore plus évident sur les ralentis. Après, il y a ou beaucoup de si je peux me gens qui permettre criaient: «C'est rouge, c'est rouge». Non, par contre, ça, c'est carton jaune, c'est clair. Mais, ouais, ouais, il y a penalty. si je peux me permettre, l'expression pour rendre hommage à notre ancien, célèbre, entraîneur assistant de l'équipe nationale, il y a pénoche. Voilà, je voulais la Il y a placer ce pénoche. soir. Il y a pénoche. Ouais, C'est du coup, ben, voilà, c'est presque un tout petit peu contre le cours du jeu parce que, la Suède avait quand même montré des volontés à essayer d'aller vers l'avant, même s'ils avaient plus grand chose à gagner sur ce match, mais ils devaient quand même montrer des bonnes dispositions parce qu'ils disputeront quand même les barrages via leur bon classement, en Ligue des Nations.
Donc voilà, ce penalty est brillamment transformé par notre capitaine. On en a parlé avant ça de Dalen Doy, mais je pense que l'autre homme du match côté suisse, c'est indubitablement le capitaine Granit Xhaka. Quand même, deuxième penalty sous pression après le penalty à Solna en Suède. Et Granit Xhaka ne tremble pas. Il était dans tous les bons coups, Xhaka. Alors, t'as pas vu le match, mais voilà, on commence à avoir l'habitude avec Granit Xhaka, Osvaldo. Oui, 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 ben, écoute, moi, je suis très, 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 très content lorsqu'il endosse son costume de patron dans un mérite et dans un but collectif. Moi, comme je l'ai dit, c'est malheureusement, on a appris à s'habituer à ces bonnes performances dans le jeu. Moi, c'est toujours ce que je dis, et c'est le revers de la médaille un peu de ce garçon, c'est que malheureusement, il n'a jamais été, pour moi, complètement guéri de certains maux du point de vue du caractère. Mais après, encore une fois, moi, son apport technique au milieu de terrain, je l'ai personnellement jamais contesté, et c'est vrai que c'est quelque chose. Bah, typiquement, tu vois, tu parlais des pénaltys sous pression, c'est vrai que ça détonne. Enfin, ou plutôt, tu vois que de l'eau a coulé sous les ponts depuis un certain penalty qu'il a raté il y a bientôt 10 ans avec l'équipe nationale, puisque c'est suite à son échec qu'on sort de l'Euro 2016 contre la Pologne. Mais oui, effectivement, ce genre de joueur-là, au cœur du jeu, voilà, Ouais. c'est d'un précieux indéniable. Et voilà, tout comme, lorsque Chaka ouvre le score, à Solna, là, on a vraiment eu l'impression que ce deuxième but suisse avait mis un gros coup sur la tête des Suédois et que, la seule question finalement qui restait un peu en suspens, c'est sur quel score allait gagner la Suisse. Donc, tout de suite après, le penalty transformé par Chaka, Embolo a une énorme occasion de nouveau sur une erreur de la défense. Il s'est retrouvé seul devant Johansson, mais là, il s'est bien repris. Le gardien suédois, il a fait un magnifique arrêt, un peu involontaire, puisqu'il a pris le ballon en pleine poire. Mais arrêt quand même, on va dire, ça compte quand même. Et puis, mais c'était que partie remise pour l'équipe de Suisse qui prenait 2 buts d'avance à la 75e, où là, c'était une magnifique combinaison, si je me trompe pas, entre Xhaka, Vargas et Ndoye à la conclusion. Alors, un petit peu de réussite, hein, ça se voit pas forcément sur le direct, mais dans le ralenti, on voit que, il y a un défenseur suédois qui dévie suffisamment la trajectoire pour prendre en défaut le gardien Johansson, qui lui-même dévie, mais de manière insuffisante. Double déviation suédoise sur le but. Alors, un petit peu de chance, certes, mais Ndoye, la frappe, elle est clinique, elle est sèche. C'est du bon boulot, Osvaldo. Ouais, mais en même temps, la réussite, elle accompagne ce genre de joueur qui prend des risques, qui tente et puis qui provoque sans cesse et qui sont accompagnés par une confiance où ils marchent sur l'eau. Moi, enfin, je veux dire, ce genre de joueur, on a parlé d'Endoy avant, mais c'est l'avantage quand vous avez cette aisance technique et que vous avez cette trajectoire de carrière, c'est que vous arrivez à un stade de votre carrière où vous êtes, comme on dit dans le jargon tennistique, vous êtes dans la zone, quoi. Le 99% de ce que vous tentez marche et passe. Et même quand il y a besoin d'un petit coup de pouce, soit du gardien, soit du défenseur adverse pour une déviation, la déviation a lieu. Donc c'est sûr que c'est un peu ce qu'est en train de vivre Endoy. Et pour le coup, il y a 4 buts de marqués de hier soir et il est sur 2 buts directement impliqués puisqu'il a un but et une passe décisive. Donc Tout à fait. c'est d'avoir ce genre de joueur dans ces matchs décisifs, c'est quand même et Dieu sait que moi je suis pas je m'étends rarement et peu longtemps sur les performances individuelles. Maintenant, c'est sûr que, c'est sûr que les perfs, de ce type-là, du moment qu'on voit qu'ils font rayonner un collectif, que ces joueurs-là font rayonner un collectif, c'est toujours plaisant, d'en parler et de le faire remarquer. Ouais, comme tu le dis. Et puis, il y a un deuxième parallèle à tirer entre les matchs en Suède
et ce match à Genève. Le premier, c'était, le sang-froid de Xhaka sur les pénaltys qui sont décisifs et le deuxième, c'est, l'entrée pleine de fougue, pleine d'envie de Yohan Manzambi, qui est, comme en Suède, récompensé par un but. Mais alors celui-là, il va avoir une place spéciale dans son cœur, Osvaldo. Marqué, devant ton public, stade plein, un but qui va dire, amen, à 99,9% la qualification à ton pays pour la prochaine coupe du monde. L'histoire était belle. Moi, j'ai franchement, quand il est rentré, je me suis dit: «J'espérais qu'Yakin lui donne quand même pas mal de temps de jeu». Il a eu 10 minutes de temps de jeu si on compte le temps additionnel. Il les a magnifiquement saisis et là aussi ce but alors au match aller, on avait souligné vraiment, il prend le ballon sur le côté, puis il va tout droit, puis il frappe et là, ben, il montre quand même tout l'étendue de son talent. Manzambi, Osvaldo, on n'a pas fini d'en entendre parler et il pourrait bien animer l'attaque suisse, pendant les 10 prochaines années minimum, ce joueur. Ah clairement, c'est en tout cas, il donne des bases il donne des bases qui sont très, très intéressantes et effectivement, c'est quand même deux il met 2 fois sa patte sur les 2 matchs contre l'adversaire qui, sur le papier, était le plus compliqué de ce groupe, au départ, hein, on va pas se mentir, hein. C'était celui, en tout cas, qu'on craignait le plus par élimination et c'est vrai que qu'à son âge, de justement de pouvoir, mettre sa patte sur en tout cas mettre son nom sur la liste des buteurs d'un match comme celui-là, sans manquer de respect à aucun autre, adversaire de ce groupe au départ, puisque le Kosovo est quand même l'équipe qui a entretenu le plus longtemps le suspense pour nous, mais Qui voilà. l'entretient encore, on va y venir. Il entretient encore, après pour moi il est minime, enfin pour moi Ouais. c'est quelque chose c'est une question de différence de but et finalement la Suisse est quand même relativement, enfin du fait de sa différence de but ce soir est quand même, a quand même, on va dire, un pied et 4 orteils à la coupe du monde pour moi. Ouais, effectivement. Donc, voilà, la non-qualification, tu l'as dit, samedi soir, elle tient surtout à la f à au parcours très surprenant du Kosovo, hein. Sur les 3 derniers matchs, le Kosovo est la meilleure équipe, hein. Ils ont gagné, la Slovénie et 2 fois la Suède, si je ne m'abuse. Dans ce contexte-là. Donc voilà, c'est surtout grâce à ça, hein. On va rien enlever au mérite de l'équipe de Suisse qui fait le job aussi, hein, mais le Kosovo y a cru. Alors la mission justement des joueurs kosovars, s'ils veulent terminer premier du groupe, ça sera de battre la Suisse avec une différence de but de 6 buts, 6-0 ou tout autre écart de 6 buts. Osvaldo, honnêtement, on voit pas une équipe qui a marqué 5 buts en 5 matchs, donc une moyenne de 1 but par match, en planter 6 à une équipe qui n'a pris qu'un but en 5 matchs et qui lui en a collé 4 au match aller, à Bâle. Alors certes, c'était au mois de septembre, mais c'était à peu près les mêmes joueurs et les mêmes états de forme. Il faudrait un gros, gros tremblement de terre. Il faudrait une équipe du Kosovo en feu, une équipe de Suisse totalement démobilisée, en état de panique complet. Bref, si, il faudrait beaucoup de choses. Cette équipe de Suisse, avec tout le chemin qu'elle a parcouru depuis septembre, elle va finir le job. Elle va peut-être pas jouer ce match à 200% pour le gagner, mais elle va finir le travail. On ne la voit pas, s'effondrer totalement contre le Kosovo. C'est hautement improbable. Je sais même pas si le Oui, non, Kosovo a déjà mis une fois 6 buts en match officiel. Il faudrait voir. non, non, pour une jeune nation comme celle-là, ça me paraît impossible. Donc non, c'est pour enfin je te dis, pour moi la qualification elle est aujourd'hui elle est acquise. Évidemment que la Suisse doit rester concentrée, évidemment qu'elle doit jouer sérieusement ce match et que tu dois terminer le travail. Mais là, pour le coup, avec finalement la confiance qui a abordé ces qualifications, je veux dire, encore une fois, la Suède a connu beaucoup plus de soucis que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais si on prend les deux scores cumulés, elle a quand même mis 6-1 à la sélection de Gyökeres et d'Isak. Donc pour le coup, qui sont 2 attaquants enfin 2 joueurs qui sont bien connus en Europe actuellement. Donc pour moi, non, je te dis, cette qualification, elle est acquise
et qui voilà, il y a que la mathématique des les mathématiques des points qui entretiennent encore un semblant de suspense, mais qui est pour moi hautement symbolique. Ah, tout à fait. Je pense que l'équipe du Kosovo va surtout fêter, enfin l'équipe et le peuple du Kosovo va surtout fêter cette qualification au barrage parce que, bon, on pouvait s'attendre, c'est une demi-surprise, même si on était un peu inquiet avec les prestations en Ligue des Nations, mais c'est une demi-surprise que l'équipe de Suisse termine première du groupe. On s'y attendait à ce qu'elle termine première ou deuxième quand même. Mais par contre, on n'imaginait pas du tout, le Kosovo, terminer à la 2e place, donc ils vont être fêtés comme il se doit. Ils se concentreront sur les barrages qui auront lieu, au printemps prochain, hein, si je me trompe pas, ou c'est encore cette fin d'année? Au mois de mars, ouais, moi je suis bien Au au mois de courant, hein, mars. tu t'imagines. Au mois de mars, donc voilà, c'est déjà, une belle, surprise pour eux, mais aussi, ben, voilà, on va pas leur enlever leur mérite. Les matchs qu'ils ont gagnés, ils ont été les chercher et puis voilà, on leur souhaitera le meilleur, pour les barrages si c'est leur destin, on va dire, à 99,9 pour eux de devoir encore découdre par, 2 matchs non, c'est pas des allers-retours, il y a 2 matchs à gagner, hein, je crois, hein, Non, c'est pour, des matchs secs. c'est des Matchs matchs secs, ouais. secs, hein. C'est Ouais. 2 matchs secs pour pouvoir se qualifier où ils auront voilà, on aura l'occasion d'en reparler une fois que tout sera terminé. On en saura plus évidemment après les derniers matchs, mardi, les derniers matchs internationaux mardi. Peut-être on vous mentionnera ça, la semaine prochaine. Et puis pour clore ce chapitre lié à la Nati, une petite question Osvaldo. Qu'est-ce que tu faisais il y a 20 ans pile? Jour, heure précise? J'étais devant le match. Pareil, hein, je J'étais pense devant ma que télé. J'étais on devant ma était en tout télé. cas devant notre téléviseur et on écoutait, à l'époque, c'était Philippe von Bourg Pierre Luc et Yves Debonnaire. et Pierre Yves Luc et Yves Debonnaire. Debonnaire, hein, qui nous commentait ce fameux match. Vous l'aurez, compris si vous êtes fan de foot en Suisse, si vous suivez la Nati. On parle bien évidemment d'un match assez symbolique. C'était la défaite, hein, mais la qualification acquise dans la douleur, dans tous les sens du terme, en Turquie face à l'équipe de Turquie. Alors on va pas redébriefer ce match évidemment Osvaldo, c'est pas le but, mais on voulait faire un petit clin d'œil finalement à un reportage de la RTS cette semaine, à une interview en fait, du coach assistant de l'époque, emblématique de Kobe Koen et ensuite, d'Otmar Hitzfeld aussi, il l'a été. Michel Pon, hein, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de lui dont on parle, où il a livré quelques anecdotes très, très intéressantes sur le déroulement de ce match. On savait que ce match avait été un enfer pour l'équipe de Suisse, Osvaldo, mais on ne pensait pas que c'était autant dans la durée et autant organisé par, par la fédération turque de football et j'ai envie de dire presque par le gouvernement turc. C'était une Oui, dinguerie ce oui. qui s'est passé avant ce match, pendant le match et après le match. Non, non, bien sûr, Allez enfin, voir ce c'était reportage si vous l'avez pas vu, c'est très intéressant. tout était organisé pour nous faire tomber, donc c'est pour les plus jeunes d'entre nous, parce que c'est quand même utile, même si on va pas revenir dans les détails de ce match. Il est quand même utile de rappeler qu'à l'époque, donc la Suisse, s'était fraîchement, requalifiée pour un gros tournoi, en se qualifiant pour la phase finale de l'Euro 2004, alors que cette qualification-là était la première pour une grande phase finale depuis l'Euro 96, et elle sort, cette équipe nationale, d'une phase de qualification complètement encourageante puisqu'elle a tenu tête jusqu'au bout à l'équipe de France du pré-retraité et ensuite du revenant Zinedine Zidane. Et ça s'est joué finalement à un but près que la Suisse joue ses barrages, il leur suffisait de gagner en Irlande par un but d'écart. Ils avaient fait 0-0 pour éviter ces barrages-là. Et en gros, ils se retrouvent à affronter l'adversaire le moins fort sur le papier, puisque c'était soit l'Espagne, soit la République tchèque, soit la Turquie. Mais pour le coup, ça a été, je pense, le plus gros, comment dire ça? Le plus gros vaccin contre les ambiances hostiles, ce match. Puisque, voilà, dès l'arrivée à l'aéroport, des messages d'intimidation de la part du peuple turc, de la part du personnel de l'aéroport. Et puis,
voilà, on a appris des choses même des anecdotes qui comme quoi, les joueurs turcs étaient missionnés par leur sélectionneur pour même perturber l'échauffement des joueurs de l'équipe de Suisse et de Pascal Zuber-Müller. Et moi, je pense que ce match est quand même un tournant puisque ce jour-là, ça a quand même vacciné cette sélection et ça a vacciné beaucoup d'autres sélections de l'équipe de Suisse enfin, du complexe vis-à-vis d'une qualification pour une phase finale. Le complexe s'est ensuite, et le traumatisme s'est ensuite prolongé sur les fameux huitièmes de finale qu'on a mis du temps à passer. Mais depuis cette qualification en 2006, on n'a raté qu'une seule phase finale d'un grand tournoi, puisque c'était l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Je pense que ce match n'est absolument pas innocent dans l'évolution qu'a eu cette équipe nationale dans les années suivantes, puisque c'est... Voilà quoi, faut se rappeler des images de ce match et il faut se rappeler de ce qui... Ouais, du climat qui avait été mis en place par les Turcs. Peut-être que c'est juste la seule chose sur laquelle je reviendrai en détail sur ce match, c'est l'équipe de départ de l'équipe de Suisse de ce jour-là, puisque je l'ai retrouvée. On avait Zuber-Villa dans les goals. On avait une défense à 4, Spicher, Müller, Senderos, Philippe Degen. Donc Spicher qui remplaçait Ludovic Magnin suspendu. Trio du milieu de terrain, Fogel, Cabanas, Vicky. Et Daniel Gigax et Tranquillo Barnetta qui soutenaient Alexander Frey qui était seul en pointe. Et on n'avait peut-être pas certains virtuoses techniques qu'on a aujourd'hui, mais on avait une équipe, excuse-moi du terme, qui avait à la fois des couilles et qui était en plus euh, capable de résister à n'importe quelle provocation. Ce qui, pour moi, n'a pas toujours été le cas ensuite dans cette génération qui a fait mieux que la génération Fry, mais qui est tombée dans certaines provoques. Et ça, c'est vraiment sans une tête complètement froide, tu ne le passes pas ce barrage pour moi. Ouais, c'est sûr que c'est des matchs où on apprend, ce que c'est que de jouer en milieu hostile et ça a forgé le caractère des joueurs présents sur la pelouse, mais aussi ceux présents sur le banc, hein, parce que Stéphane Grichting, qui est peut-être la plus grosse victime, de ce match, sauf erreur, il a pas joué, hein, il était pas titulaire lors de ce Turquie-Suisse. Donc Non? heu, donc voilà, ça marquait pas que les joueurs qui étaient sur le terrain. C'était une expérience vécue, par le groupe vraiment dans son entier et puis ça a marqué l'histoire du foot suisse, en même temps positivement et en même temps négativement et ça a beaucoup terni en fait, l'image du football, enfin des supporters en Turquie, mais aussi de la fédération qui était aussi, qui a tout fait pour que voilà, les conditions soient scandaleuses et puis c'est pas sans rappeler, puisqu'on est un podcast sur Xamax, c'est pas sans rappeler ce que, les joueurs de Gilbert Gress avaient subi, lors de ce fameux, malheureusement pour nous 5-0 pris après avoir gagné 3-0 à Neuchâtel. C'était plusieurs années auparavant, hein, mais c'était plus de 10 ans, 15 ans auparavant, mais c'était exactement le même fonctionnement et toutes les équipes qui sont ensuite, suisses qui sont allées jouer en Turquie, récemment IB, il y a eu, d'autres, équipes qui sont allées, en découdre là-bas. Il y a aussi le FC Vaduz qui est allé jouer en Coupe d'Europe là-bas, le Lausanne-Sport, tout récemment. Eh bien, c'est toujours des conditions très particulières avec, un public, chaud bouillant, toujours à la limite, de la correctionnelle, on va dire, hein, Osvaldo. Ouais. Est-ce que toi, parce que moi j'avais une dizaine, enfin j'allais fêter la dizaine le lendemain, mais donc j'étais encore beaucoup trop jeune pour me rendre compte de l'ampleur des dégâts. Mais une fois que tout ça est passé, au-delà de l'indignation, au-delà certainement ouais, de l'indignation qui a dû t'habiter, parce que j'imagine que t'as pas dû forcément porter la Turquie du football dans ton cœur après ça. Mais est-ce que toi-même tu t'es dit, l'avantage d'être passé dans des conditions pareilles, c'est qu'il va y avoir peut-être un avant et un après Turquie? Non, tu mesures pas à ce point-là. Je pense que c'est surtout, la joie d'être passé parce que le scénario du match était vraiment hyper tendu.
Hem, voilà jusque, enfin depuis la 52e et jusqu'à la au but de Strehler, dans les 5 dernières minutes, on était à un but de pas y aller. Alors qu'on avait fait un bon match aller, qu'on avait logiquement gagné 2-0, en Suisse, à Berne et puis ensuite, on marque un penalty, quasiment à la première minute de jeu par Frei. Donc là, on a à ce moment-là, à un match et 2 minutes, on avait 3 buts d'avance et on a failli, passer à côté. Donc c'était extrêmement tendu, c'était le soulagement. On a vu à la fin que c'était chaud, mais les images n'ont pas été montrées. À l'époque, il y avait pas encore non plus beaucoup les interviews d'après-match comme ça qui étaient diffusées. Il y avait pas, les réseaux sociaux ou autres, les choses ne tournaient pas rapidement. Les joueurs eux-mêmes ne pouvaient pas filmer, ils avaient pas de smartphone ou autre. Donc c'est après, en lisant la presse, en apprenant ce qui se passe, on est quand même indigné et puis surtout quand on a su, que enfin voilà, globalement la fédération turque ou les joueurs turcs ou même les officiels ou, les agents de sécurité impliqués là-dedans n'ont reçu aucune sanction. Ou presque, Ouais. Michel Pont le dit très bien dans ce reportage, il y a rien eu et ouais, finalement, quelque part, heureusement, il y a une justice, mais en même temps, si eux s'étaient qualifiés, ils seraient pas venus, agresser comme ça les joueurs suisses. Donc non, non, on était loin de mesurer ça, d'autant plus que voilà, on a été éliminé en huitième de finale, de manière très surprenante. On a quand même manqué nos 3 pénaltys, face à l'Ukraine, ce qui arrive quand même très rarement dans le football à tous les niveaux, de manquer 3 pénaltys et l'adversaire transforme les 3 autres. Moi, personnellement, je l'ai jamais revu en live, après, après ce match. On a eu de la peine à passer ce plafond de verre. Enfin, cette génération-là ne l'a pas passé, ce plafond de verre, comme tu l'as très justement dit avant. Donc non, pour moi, on réalisait pas forcément qu'un palier, sportif, en tout cas, était transmis. Par contre, on savait qu'on avait des gars qui avaient du caractère. Dans cette équipe, il y avait les anciens, mais il y avait aussi des nouveaux qui arrivaient, hein. On se rappelle de Valon Behrami, à l'époque, il avait quoi, Behrami, je pense qu'il est, il est 2005, il doit être de, je vais vite faire une recherche, mais Behrami, il doit être de 2000 de 85. Ouais, c'est ça, il avait 20 Ouais. ans à l'époque, Behrami, il était vraiment au tout début de sa carrière. Il y avait des tronches, quoi. Il y avait les Balois, et il y avait quelques Zurichois dans cette équipe. Enfin, c'était vraiment des tronches, quoi et du coup, on savait que voilà, comme tu le disais avant, ils avaient beaucoup de caractère. Ils en avaient certainement beaucoup avant ce match, mais ils en avaient encore plus après ce match-là, j'en ai aucun doute. Ça a forgé plutôt pour moi, les individus que, le groupe ou le pays de la Suisse de football. Mais, voilà, ça c'est mon avis et c'est mon humble avis comme on dit. Mais en tout cas, c'est un moment marquant dans l'histoire du football suisse, c'est sûr et certain. C'est tu vois aussi que tu arrives à passer ce type de match en démarrant cette même rencontre sans des joueurs qui sont des leaders du point de vue du caractère. Je veux dire, quand tu vois les quelques semaines et les quelques mois que fait, Ludovic Magnien sur le flanc gauche de la défense de cette sélection, que tu le vois, par exemple, pour ceux qui se rappellent aussi de ce match, lors du fameux Suisse-France de Berne, quand on le voit, célébrer, l'égalisation après avoir, tiré le coup franc qui a conduit à un autogol français. Quand tu vois, tu dire d'aller à Istanbul sans lui, c'était pas non plus, même si Spicher était un défenseur tout à fait fiable, c'était pas non plus quelque chose d'anecdotique et pour le coup, bah, son remplaçant, il a pris son courage à 2 mains. Il s'est dit: «Bon, bah, je vais devoir jouer à la place de Ludo» et finalement, tu le vois pendant les moments un peu clés de ce match, hein, enfin, quand Frei marque, on voit au bout d'une minute, on les voit qu'ils se disent: «Ouais, bah, vous pouvez nous réveiller dans nos chambres à 3 heures du mat pendant tout notre séjour. On va aller à la coupe du monde et pas vous» et ça, je veux dire, quand tu vois ça, moi, enfin, c'est des images qui me resteront marquées, à vie. Autant les images du match et les actions et les provoques que le commentaire original de Pierre-Alain Dupuis et d'Yves Debonnaire dont on se rappelle un peu à l'image de commentaires, de commentaires ou de commentateurs, on va dire cultes de leur sélection nationale dans d'autres pays. Mmh.
Voilà, ça, on peut gentiment, je pense, fermer cette rubrique consacrée à la Suisse de manière générale et puis passer à la rubrique suivante, Osvaldo. Osvaldo, petite question comme ça, sans vérification, sur internet. Est-ce que tu sais combien de joueurs de Neuchâtel Xamax, heu, ont été blessés avant le match contre Yverdon, se sont blessés contre, Yverdon, puis ensuite aussi également dans le match amical qui a été disputé et perdu contre Servette à huis clos, cette semaine 2-1. Comme ça de tête, combien étaient les Xamaxiens, concernés par ce que je viens par l'affirmation que je viens de dire? Donc par une blessure. Ouais, entre blessé avant Yverdon, blessé pendant Yverdon et blessé pendant le match de Servette. Tu additionnes tous ces joueurs-là, ils sont combien concernés à ton avis? Oula, alors comme Vas-y, ça, balance un j'ai chiffre comme ça. 4. Alors, ça concerne 11 joueurs. 11. Avant le match contre Yverdon, étaient absents, alors, 3 blessés sérieux, Liridon de longue durée, Liridon Moulay, Elmedin Zahaï et Jetmir Krasniki. 3 blessés légers, Ismaël Sidibé, Yohan Epito. Alors, Sidibé avait déjà été absent à Ville. Yohan Epito s'était blessé sur une commotion contre Ville. Reinhardt aussi, qui est, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il a quand même été régulièrement sur le banc et on doit le compter. Il était aussi absent contre Yverdon. 4 joueurs se sont blessés pendant le match contre Yverdon. Alors, 2 assez gravement, Salim Benseguir et Shelkim Demassay. 2 pas gravement, mais parce qu'ils ont pu redisputer du temps de jeu contre Servette, Jonathan Fontana et Koro Koné. Et comme les mauvaises nouvelles ne viennent jamais toutes seules, Léo Seydoux s'est ajouté à la liste des blessés. Il est sorti contre Servette. On attend plus d'informations, mais voilà, il serait peut-être touché l'épaule ou directement la clavicule. On l'a appris, Demassay il sera absent pour plusieurs semaines. On espère un retour avant la fin de l'année 2025 et les derniers matchs, mais rien n'est sûr. Ben Seguir, c'est la cheville. On n'a pas de date de retour exacte concernant son retour. Pour Sédou, on va voilà, probablement se diriger aussi vers une absence de quelques semaines. On attend le diagnostic plus précis, comme je le disais. Donc, vous l'aurez compris, hein, maintenant, dans ce coin tactique, on voulait aborder un petit peu le phénomène des blessures dans le football. Parce qu'on trouve que, à Xamcast que, depuis quelques années maintenant, Neuchâtel Xamax est particulièrement touché par les blessures tout au long de la saison. Alors on s'est pas amusé à calculer le nombre de jours absence par année, mais une chose est sûre, c'est que Neuchâtel Xamax n'a pas été épargné par les blessures. Et puis, Osvaldo, dans le football moderne, il y a évidemment un paramètre, d'incertitude, hein, concernant les blessures, voilà, ça peut être l'état du terrain, ça peut être, l'attitude de l'adversaire, un tacle tout d'un coup extrêmement appuyé, un contact, dans les airs, une mauvaise chute ou autre, qui fait que les blessures, voilà, sont pas toujours complètement prévisibles. Mais Osvaldo, il y a quand même beaucoup, beaucoup de facteurs qui permettent dans le football moderne d'anticiper, enfin de prévenir, d'anticiper et de traiter le mieux possible les blessures quand elles arrivent et on va en discuter là maintenant et finalement, tout n'est pas dû au hasard, Osvaldo. Non, je veux dire, c'est aussi, je pense que les blessures, bah, tout bêtement, ça peut, peuvent provenir enfin, je pense que si tu es, consciemment ou inconsciemment stressé ou pris de stress par une situation, ça peut être la pression des résultats, ça peut être le fait de dire: «Bon, bah, si je me blesse, qui est là pour me remplacer?» Et je pense que ça, c'est tous des facteurs qui sont enfin, qui peuvent conduire qui peuvent conduire à aux blessures. Moi, c'est vraiment, c'est une réflexion que je te fais comme ça à haute voix, à haute voix en live, hein, Mirko. C'est pas du tout quelque chose que j'ai préparé, mais c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que les blessures peuvent aussi,
provenir de moments où, bah, tu joues un peu inconsciemment sous tension parce que tu te dis, en gros: «Si je me blesse, mais comment l'équipe va tourner?» Ou en tout cas, tu prends conscience d'un certain niveau d'importance et je pense que pour Demachaï, même si on a d'autres attaquants qui sont très, très bons, mais l'importance qu'il a pris, encore supplémentaire qu'il a pris cette saison, hem, fait qu'il a beaucoup joué, qu'il a peu eu de temps de repos même pour une équipe qui ne joue pas une fois tous les 3 jours et pour moi, ce sont des raisons qui peuvent expliquer, des facteurs qui peuvent expliquer, les blessures des joueurs. Mmh. Ce ne sont pas les seuls, mais ça fait partie des facteurs qui peuvent conduire à cela. Alors, on a un peu réfléchi à tout ça et puis on va échanger sur quelques choses qui nous paraissent, importantes pour gérer au mieux finalement les blessures qui se présentent dans l'année. Alors le premier élément qu'on voulait développer, Osvaldo, c'est en fait, ça se passe en début de saison. Sur toute la période de la préparation et même avant la préparation, en fait, c'est la construction d'un contingent, équilibré avec les postes qui sont au minimum, doublés, voire triplés pour certains postes clés. Déjà, une gestion intelligente, c'est une gestion qui se dit: «Voilà, si on doit avoir des joueurs forts à certains postes, mais on va les doubler». C'est-à-dire que si le titulaire est absent, on a un remplaçant qui amène quand même suffisamment de qualité pour pallier à la blessure et on verra que ça aura aussi un impact dans les autres critères qu'on va amener avant. Mais d'un point de vue management et anticipation, construire un contingent fourni, équilibré, de qualité avec des postes doublés, c'est vraiment le meilleur moyen de se prévenir des blessures déjà, Osvaldo. Mais oui, justement parce que bah, ce qu'on disait avant, je pense que si tu as, des vraies références aussi en matière de doublure, bah, ça aide l'équipe à mieux performer, ça aide l'équipe à avoir une confiance aussi collective plus grande et hem et la longueur du banc est quelque chose d'important pour la santé d'un effectif. C'est ça et puis ça peut faire tourner, l'effectif quand il y a des matchs, de coupe. Ça peut être, voilà le l'attaquant vedette, à la mi-temps, il ressent une petite douleur, derrière. Ah ben, on le sort par prévention et on le remplace par un joueur, qui a quand même de la qualité, qui peut apporter quelque chose à l'équipe pour pas trop forcer et prendre un risque de créer, voire d'aggraver une blessure. Donc ça nous paraît extrêmement important de construire un effectif, vraiment, cohérent, et avec des postes, doublés. Deuxième chose, bah, c'est, aussi tout ce qui est suivi individualisé. En 2025, Osvaldo, on a des moyens qui sont vraiment importants pour suivre au plus près la santé des joueurs, hein. On pense à voilà, à des capteurs qui peuvent être mis pendant les séances de fitness ou de vélo, les séances de cardio. On peut mesurer certaines choses, on peut faire un suivi des charges, on peut analyser un peu les qualités de sommeil en faisant des tests neuromusculaires. Enfin, chaque, joueur se voit en fait dresser un espèce de profil, médical, qui est bien évidemment différent d'un joueur, à l'autre en fonction de l'âge, de la corpulence, en fonction du rôle aussi sur le terrain et l'objectif finalement de tout ça, c'est de détecter les signes avant-coureurs, une éventuelle fatigue neuromusculaire parce que les joueurs sont trop sollicités trop souvent dans des saisons qui sont longues. Alors ça concerne un peu moins la Challenge League que, la Super League, voire les top championnats. Mais, la fatigue neuromusculaire, la sursollicitation musculaire fait quand même partie du football et évidemment, Osvaldo, un joueur mal suivi et trop exposé, c'est un joueur qui a plus de risques de se blesser. Bien sûr, totalement. C'est une augmentation, enfin, c'est une suite assez logique. Non, mais vraiment, c'est quelque chose qui on prend enfin, souvent, quand des joueurs se blessent, on utilise souvent enfin, on adopte, c'est beaucoup plus facile d'adopter
une attitude un peu fataliste ou bien de personnes qui voient finalement la dite blessure comme, «Ah bah, il a vraiment pas de chance celui-là». Non, il y a pas que du hasard, de loin pas. Hem et c'est partout, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour la bonne santé d'un effectif. Ouais. Le thème suivant, bah, il est en lien, directement avec celui-là, hein, c'est d'adopter une préparation physique intelligente. Là, c'est vraiment le rôle du coach avec l'aide de ses préparateurs physiques. Mais voilà, si tu me passes un peu l'expression, c'est fini où, à l'époque, chez les pros, c'était les tours de terrain, qui servaient à s'échauffer, à se préparer. On est vraiment maintenant sur des techniques beaucoup plus modernes où on travaille la force fonctionnelle, la stabilité des articulations, d'avoir un gainage dynamique et puis on fait aussi la prévention des blessures récurrentes. Le football est un sport, où on a plus de chances de se blesser, à des endroits que d'autres. Évidemment, les jambes, les pieds, sont beaucoup plus touchés que le reste du corps. Les chevilles, hein, je pense les ischio-jambiers, les genoux et les chevilles, c'est vraiment les endroits où il y a le plus de blessures. Donc toute la préparation doit se faire pour prévenir ces blessures et renforcer ces zones spécifiques du corps. Donc, il y a des routines qui sont courtes, mais qui doivent être quotidiennes, qui sont indispensables et en appliquant ça, en donnant un programme aussi de préparation peut-être individualisé à chaque joueur. On pense aussi avant, par exemple, la reprise des entraînements avant une nouvelle saison ou pendant la trêve hivernale. Ça permet de, voilà, de suivre un peu la forme des joueurs et de prévenir aussi les risques de blessures. S'entraîner, c'est pas juste, apprendre à tirer des corners, à tirer des penaltys et puis, voilà, c'est aussi toute la préparation physique des joueurs. On l'a vu, Osvaldo, dans une saison, où, on a quand même souvent entendu à Neuchâtel que cette saison avait été insuffisante en termes de préparation physique. C'était la 1re saison complète de Andrea Binotto, à Neuchâtel Xamax. On s'est pris des raclées sur raclées parce que l'équipe physiquement n'était pas prête. Tu parles de la saison 22-23? Ouais. Il est arrivé à l'intersaison 20-21, donc c'est la deuxième saison Ah non, c'était la complète. deuxième saison, hein. Ouais, C'est la c'est deuxième saison, c'est la deuxième, c'est son deuxième démarrage, mmh. on va dire, Ouais, de juste. préparation physique estivale au club. Oui, effectivement. C'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Maintenant, moi, sur cette saison-là, il y a quand même un truc qui m'a toujours un peu, enfin, qui m'a fait bizarre, c'est que derrière, tu as eu une pause hivernale qui était plus longue que d'habitude parce qu'il y avait la coupe du monde au Qatar, donc le championnat s'est arrêté plus tôt. Donc il y avait plus de temps jusqu'au mois de janvier pour se remettre en forme, mais c'est pas pour autant qu'en changeant d'entraîneur durant la saison, cette préparation physique a pu être rattrapée, alors qu'il y avait plus de temps en hiver. Mais effectivement, c'est un facteur qui a été souvent, utilisé comme explication pour cette saison qui a été, calamiteuse, qui a été certainement la pire, je pense, ou pas très, très loin de l'histoire du club, hein, parce que enfin, Mmh. faire de la 1re à la dernière place en Challenge League, en plus qui plus est, ça a pas dû nous arriver souvent et effectivement, je pense que ça a été, très certainement un facteur important. Maintenant, on n'a pas été comme je l'ai dit aussi, les successeurs d'Andrea Binotto n'ont pas non plus été super bons non plus pour rattraper ce retard à la préparation physique estivale. Parce qu'il y avait de quoi le rattraper en hiver, selon moi. Après, voilà, l'équipe était sauf erreur, on était arrivé en hiver, on avait quoi, 10 points ou quelque chose comme ça? Enfin, on avait Ouais, vraiment c'était assez ridicule. L'équipe, à ce moment-là, mentalement, elle était déjà, voilà, au fond des chaussettes, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, ouais, on ouais, non, continue donc bon, avec les le risques. mental est un autre sujet, mais pour le coup, voilà, je t'en prie. Ouais, ouais. La suite, ben, voilà, on voulait parler aussi de ce qui se passe en dehors des terrains, entre les entraînements et les matchs, hein. C'est tout ce qui est nutrition et récupération. C'est quelque chose d'extrêmement important. Évidemment que les joueurs, ils doivent pas, manger, trop gras,
trop salé, trop sucré. Entre les matchs, ils doivent pas prendre de poids, ils doivent pas en perdre non plus. Ils doivent conserver la musculature, donc voilà, l'hydratation est important, une espèce de micronutrition, un bon timing des repas, donc voilà, ça dans les clubs bien organisés, il y a des chefs de cuisine spécialisés, il y a des diététiciens qui bossent là autour. Il y a peut-être des protocoles pour chaque joueur et puis il y a surtout une surveillance à ce niveau-là. En termes de récupération, ben, il y a la cryothérapie, les massages, l'alternance entre des bains chauds, des bains froids, un sommeil optimisé. Enfin bref, une bonne récupération, ben, c'est aussi essentiel. Le joueur est disponible plus souvent et puis voilà, c'est important aussi pour les autres. Un joueur qui récupère bien peut mieux se préparer, physiquement donc voilà, c'est aussi un facteur qui contribue à, limiter un peu le risque, des blessures. On le dit comme ça, Osvaldo, on le sait parce que voilà, les gens après les matchs, ils vont dans les bistrots autour, mais voilà, il y a eu des joueurs de Xamax qui ont été vus, au tacos après les matchs, quoi, donc on va dire que c'est Oui, pas oui, l'alimentation la plus équilibrée possible pour un joueur de football professionnel ça c'est certain. et c'était sur des bases régulières, c'était pas juste une fois de temps en temps et Oui. c'est des êtres humains, ils ont le droit de voilà, mais c'est vrai que voilà, ça peut être assez problématique quand même. Évidemment, quand on parle de risque, limiter le risque des blessures, on ne peut pas ne pas parler du rôle du staff médical, hein et un staff médical, c'est pas juste, 2 soignants qui courent sur le terrain pour mettre un coup de spray magique, quand les joueurs sont blessés. C'est tout un OK. encadrement extrêmement important, des médecins, si possible spécialisés dans la médecine du sport, des kinésithérapeutes, ostéopathie, préparateurs physiques. Enfin et du personnel pour coordonner, tout ça. Dans le foot moderne, on appelle ça l'écosystème de soins. En fait, c'est, tout le monde, en fait, partage les données de chaque joueur, les données collectives et ils adaptent les programmes. Ils communiquent avec le coach pour ajuster les séances d'entraînement individuellement. Et puis, les blessures, une fois qu'elles sont là, elles doivent être, détectées évidemment, elles doivent être diagnostiquées et ensuite elles doivent être prises en charge correctement. Est-ce qu'il faut opérer ou pas le joueur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire, il faut faire des faut être en canne un moment ou pas, avec ou sans décharge? Enfin là, on rentre un peu dans les termes médicaux, je veux pas aller plus loin que ça, mais c'est diminuer vraiment aussi le risque de rechute, c'est un scénario catastrophe. On peut prolonger des fois des blessures qui peuvent être anodines. Des joueurs qui sont censés manquer une semaine, ils peuvent manquer un mois de compétition parce que la blessure, elle est mal prise en charge et ça, ben, avoir un staff médical compétent, c'est presque inimaginable dans le foot pro moderne de se dire que, voilà, on pourrait travailler sans staff médical. Osvaldo, c'est indispensable. Ah non, c'est effectivement inimaginable de travailler sans. Ça, c'est clair et net, hein. Tu ne fais, je veux dire, tu ne fais, absolument rien sans un staff soignant et comme tu l'as dit, c'est pas que les masseurs qui courent sur le terrain pour les coups de spray. Il y a toute une programmation donc non, de ce point de vue-là, c'est sûr que ça fait partie intégrante du staff d'un club de foot pro. Tout à fait et puis, on peut encore rajouter à ça, tout l'aspect psychologique, hein, c'est un muscle qui est des fois un peu sous-estimé. La blessure, c'est pas forcément qu'un problème physique, mais, voilà, parfois sur des blessures, la rééducation est longue, les joueurs perdent le temps de jeu, ils perdent la place dans la rotation, il y a la pression de devoir revenir, de regagner sa place. Il y a peut-être un peu d'isolement, hein. On espère que la plupart des joueurs de foot, c'est leur métier, mais c'est des passionnés de foot, donc ça les enrage aussi de ne pas pouvoir être sur le terrain avec les coéquipiers. Donc il y a tout un accompagnement mental, hein, aussi qui est très important pour les joueurs pendant leurs blessures et puis, pour mieux les accompagner à leur retour, quoi. Donc, de plus en plus, ça c'est pas forcément tous les clubs, mais on trouve de plus en plus de préparateurs mentaux qui aident les joueurs à gérer, la confiance en eux, la résilience, la patience, qui sont, vraiment 3 données qui sont importantes pour revenir, au niveau quand on est blessé. Donc, ça c'est quand même extrêmement important et on en
parle pas souvent, Osvaldo, de ce problème un peu de solitude, d'isolement mental des joueurs qui sont blessés. C'est encore la santé mentale dans le sport, ça j'en parle parce que c'est mon domaine à moi professionnel, mais c'est encore un peu tabou, hein, quand même. On parle pas beaucoup de la santé mentale des joueurs dans le football. Non, alors que c'est un élément, indispensable. Encore une fois, on parlait de mental dans le cas de, dans le cas de l'équipe de Suisse tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose, si tu n'es pas bien mentalement, c'est impossible de rejoindre des gros objectifs, déjà c'est le côté mental, c'est finalement de pouvoir jouer à fond sans avoir peur de se blesser, en rapport avec la blessure. Et c'est vrai que ça, c'est un élément, indispensable, hein, pour performer correctement, pour pouvoir se donner à 100%. Et effectivement, tu le dis, c'est encore un sujet trop tabou, mais je me demande encore pour combien de temps, sincèrement. Enfin, Ouais, quand est-ce qu'on va véritablement réaliser que c'est un élément absolument indispensable pour, pour être performant, individuellement et pour son équipe aussi. ouais, alors moi je militerai toujours pour, la prévention, de la santé mentale, dans le sport. Je lutte pour ça dans le cadre de mon activité professionnelle, mais dans le domaine du sport, ça reste aussi extrêmement, important et les joueurs ne sont pas à l'abri, comme tout autre être humain, de développer des troubles psychiques importants dans des phases difficiles de leur vie et les blessures font partie des phases difficiles de la phase de vie de la carrière d'un sportif. Donc voilà et puis après, on ne peut pas ne pas parler aussi du terrain, hein, et du rôle, du coach et de ses assistants. Des choses qui préviennent les blessures, c'est d'avoir une stabilité tactique, des automatismes qui se construisent. Quand les joueurs, ils sont à des postes qu'ils occupent tout le temps, qu'il y a des automatismes avec les coéquipiers à proximité et bien, c'est toujours plus facile de voilà, de prévenir les blessures. On est toujours dans le même type de mouvement, dans le type d'effort. Le turnover par le coach, ben, si possible, il doit être choisi, mais ça, on le disait avant, c'est aussi en lien avec un effectif fourni. Un coach qui n'a pas un effectif fourni ne pourra pas faire un turnover choisi. Il ne doit pas être subi. Et du coup, ça permet le fameux repos des cadres, hein, qui est si important que ça. Des cadres ils resteront des cadres seulement s'ils sont en santé. Ça paraît c'est une lapalissade de dire ça, hein, mais voilà, un cadre qui est surexposé physiquement et d'autant plus avec l'âge, hein, parce que parfois on a tendance à donner plus de responsabilités à juste titre aux joueurs expérimentés, donc plus âgés de cette équipe, mais c'est un risque, majeur aussi de blessure. Parfois, c'est l'âge, évidemment, on n'a pas la même physique à 30 ou 35 ans. Tu vas m'en dire tant, Osvaldo, hein, toi qui vas passer le cap, qu'à 20 ans. Donc, donc voilà. Donc c'est pas juste réduire les blessures en mettant des joueurs sur le banc quand il le faut pour les reposer, mais c'est d'avoir une disponibilité maximale du groupe. Les autres joueurs restent aussi au top physiquement parce qu'ils font partie de la rotation, parce qu'ils ont du temps de jeu. Donc voilà, c'est vraiment, aussi très, très important la manière dont le coach gère, les hommes sur le terrain, chaque semaine, match après match. Donc, heu, donc voilà. On le voit, Osvaldo, on l'a vu, hein, en développant un peu ces sujets. On pourrait en parler encore un peu plus longtemps, parce que c'est extrêmement passionnant. Mais même s'il y a le fameux facteur hasard que dont je parlais au tout début, notamment les contacts avec les adversaires et autres, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites pour, voilà, prévenir au maximum et ensuite traiter au mieux les blessures quand elles arrivent. Mais on l'a vu, hein, tout ça, ben, un suivi individualisé, ça nécessite d'investir dans du matériel, préparateur physique, du matériel aussi au niveau physique, des nutritionnistes, des cuisiniers, des médecins, des kinés, des ostéopathes, des physios, des préparateurs mentaux. Ben, tout ça, ça nécessite aussi d'avoir des ressources humaines et puis, qui dit ressources humaines dit investissement, hein. Il faut les payer ces gens-là évidemment, ils vont pas venir bosser, gratuitement et bénévolement. Donc, ben, oui, ça nécessite c'est des investissements, c'est des salaires à payer, mais je pense que
Mieux vaut payer un salaire de staff compétent, autour de l'aspect, médical ou de la blessure, plutôt que de devoir payer des salaires supplémentaires, pour des joueurs parce qu'on a trop de joueurs blessés. Je crois que tu me rejoindras assez sur ça, Osvaldo, je pense. Complètement. Et quand on voit avec Xamax, le nombre de recrutements qu'on a dû faire dans les mercatos, hivernaux parce qu'on avait trop de joueurs blessés ou autres, eh bien, voilà, on peut pas s'empêcher de se dire que, voilà, quelque part, quelques investissements dans un staff là autour, seraient assez judicieux. Voilà, pas de réaction de la part d'Osvaldo, mais je pense qu'il sera Non, non, d'accord mais avec ça. je vais pas rajouter, si je n'ai aucune plus-value Ouais. à donner à ce que tu veux dire. Donc voilà, alors, c'est toujours un sujet un peu compliqué. N'hésitez pas, si ça vous fait réagir, à nous contacter sur les réseaux. Volontiers, on répondra à vos questions. Peut-être on pourra aussi un peu échanger avec vous sur des lives. Donc voilà, mais on voulait quand même profiter. Moi, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit: «Mais 11 joueurs qui étaient blessés, soit gravement, soit sur le match, là, en l'espace de quelques jours, une semaine», c'était juste incroyable. Donc voilà, et puis on va commencer peut-être par parler de ça pour notre prochaine et dernière rubrique du soir, Osvaldo, on y passe tout de suite. Voilà, retour dans les sphères, 100 xamaxiennes avec le briefing de notre prochain match. Ça sera, le déplacement, du côté de la Pontaise pour y affronter le Stade Lozanouchi. Ça sera, déjà, Osvaldo, la 14e journée de ce championnat de Challenge League. Alors évidemment, on embraye sur le sujet précédent avec les blessures. La grosse inconnue de ce match, c'est quel 11 et quel remplaçant Anthony Breza aura à sa disposition pour composer la meilleure équipe possible pour ce match. On ne pouvait pas parler de ce match sans évoquer cet aspect-là. Il aura un gros casse-tête, notre coach, quand même. Parce que Oui, et en de sûr, ouais. Moulay, Zaï, Krasniki et Demassay et Sedou, eux, de sûr, ils seront pas là. On attend encore des nouvelles de Ben Seguir, d'Epito, de Sidibé et de Reinhardt. Mais voilà, la quasi-certitude qu'on n'aura aucun latéral droit de métier à disposition pour ce match, Osvaldo. Oui, et ça tombe pas contre le bon adversaire. Non, mais Ouais. après, contre n'importe quel adversaire de Challenge League, on aurait eu de la peine à combler ses absences. Mais c'est vrai que d'avoir ça avant d'aller se déplacer à la Pontaise pour affronter le Slow, qui nous a donné l'une des leçons dans le jeu les plus claires et nettes de la saison, au-delà de la défaite qu'on avait subie du côté de la Maladière, c'est évidemment que ça n'inspire pas l'optimisme. Non, effectivement, les stadistes nous avaient vraiment donné une leçon de foot avec un effectif, xamaxien qui était beaucoup plus fourni, hein, à l'époque. Mais voilà, sans latéral droit de métier, sans le buteur et peut-être sans un des 2 meilleurs défenseurs centraux, on n'aborde pas du tout ce match dans des bonnes conditions. Alors j'ai pas regardé où en était l'infirmerie, stadiste avant ce match, mais côté Xamax, elle sera de toute façon passablement remplie, ce qui va en plus affaiblir le banc évidemment. Donc voilà, alors on devra montrer un autre visage que ce qu'on a montré contre le Stade Lozanouchi, lors de la première confrontation entre les 2 équipes. Mais à ça se rajoute, tu l'as dit, de la qualité de l'adversaire, mais aussi le fait d'aller jouer à la Pontaise au mois de novembre. Le vent, qui tournoie dans la plaine du Loup, Osvaldo, ça donne pas très souvent, lieu à des grands matchs à cette période de l'année, à la Pontaise, hein. En tout cas, nous, on y va quand même régulièrement à la Pontaise depuis quelques années avec le stade Lausanne-Ouchy. Il y avait le Lausanne Sport, avant cela qui jouait encore, là-bas. J'ai pas souvenir de grands, grands matchs de foot, à la Pontaise en novembre et en décembre. Non, et pourtant, à chaque fois qu'on se retrouve à affronter le Stade Lozanouchi chez eux dans la période automnale, ça tombe toujours entre novembre et décembre.
pratiquement toujours. Je crois que la dernière fois qu'on a joué hors la période, enfin, en dehors d'une pleine période automnale, c'était justement la fameuse saison 2022-2023. On les avait affrontés fin août à la Pontaise. On avait perdu 2-1 d'ailleurs, je crois. Mais oui, effectivement, c'est pas. On a déjà dans la liste des joueurs absents que tu as donné, oui, il y a des joueurs, enfin, il y a des joueurs qui font partie de la phase défensive, mais on a des arguments offensifs qui manquent ou qui risquent de manquer. Et ouais, de ce point de vue-là, alors qu'au final, on sortait d'un match nul qui restait quand même encourageant sous certains points contre Yverdon, on voulait essayer d'aller. Enfin, on aimerait bien pouvoir essayer de confirmer ça là-bas avant de recevoir Haro. Et c'est vraiment une tuile ou des tuiles qui arrivent au pire moment de la saison. C'est au moment où on affronte une série de gros cadors de ce championnat et à quelques semaines également du quart de finale de coupe dont on aura le temps de reparler. Mais c'est vrai que si on s'imagine également jouer ce quart de finale avec cette liste d'absents, Ouais, c'est un huitième, non? On n'est pas au quart encore. pardon, huitième, pardon, Ouais. huitième de finale. Mais c'est vrai que par rapport à voilà, au caractère piège de ce huitième de finale, voilà, tu veux dire, faut espérer que d'ici là, si on veut passer le cap, il faut espérer que d'ici là, on ait récupéré ces joueurs parce que en tout cas certains d'entre eux, parce que c'est vrai qu'avec autant d'absents, puis autant d'absents de marque, parce que tu me diras, plus tu as d'absents, plus tu as le risque d'avoir des joueurs cadres qui manquent. Et là, il y en a quand même un certain paquet, que ce soit devant ou derrière, donc voilà quoi. On espère que certains joueurs qui sont encore au statut d'incertain seront quand même disponibles ce samedi. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, on espère surtout pour Yoann Epito, hein. Je pense que lui, il a été mis de côté par prévention contre Yverdon. Les 2 semaines de récupération entre-temps devraient faire du bien et il devrait, on l'espère, pouvoir tenir sa place ou au moins être à disposition sur le banc. Et on attend des nouvelles pour Ben Seguir, hein, c'est un peu l'inconnu. Fontana et Koné, à moins d'une blessure à l'entraînement, ils seront à disposition du coach. Donc voilà, à noter que le Stade Lozanouchi, est derrière nous au classement. Ils nous avaient passé devant quand ils étaient venus gagner à la Maladière, mais depuis là, ils plafonnent un peu, on va dire, puisque, depuis leur victoire à la Maladière, ils n'ont signé qu'une victoire et un nul, sinon 2 défaites. Ils sont sur une moins bonne trend que nous, hein, sur les 5 derniers matchs finalement, donc ils sont logiquement repassés derrière nous au classement. Mais voilà, si je pense que, ils sont quand même légèrement favoris de ce match et puis, je ne serais pas fâché si on repart avec un point de ce déplacement à la Pontaise, Osvaldo. Alors c'est clair qu'au vu des absents, c'est certain que voilà, il faut aussi savoir être réaliste. Moi je pense que effectivement, il y a pas de enfin, un point dans ces conditions-là serait très bien, serait le bienvenu, c'est certain. Effectivement, réponse dans une semaine. On espère, comme, lors du dernier match, que les Xamaxiens sauront nous faire mentir, qu'ils vont sortir une bonne performance et puis pourquoi pas ramener plus qu'un point, de ce déplacement, à la Pontaise. On verra tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Voilà Osvaldo, on peut passer gentiment à la conclusion de l'épisode. Une chose à dire, mais c'est une chose très importante à vous dire dans la conclusion de cet épisode. Alors, on l'a déjà mentionné à l'antenne de Xamcast, hein, vous n'êtes pas censé savoir que depuis maintenant de nombreuses années, Nicolas Bandelier, voix bien connue dans l'univers xamaxien à la radio RTN, s'est lancé avec l'aide de Laurent Weber, archiviste du club, dans un énorme projet, un projet de rédiger un livre qui retrace toute l'histoire prestigieuse de Neuchâtel-Xamax, 130 ans d'histoire, hein, quand même pour le club rouge et noir. Et puis, il y a quelques semaines, ils avaient lancé leur crowdfunding sur le site We Make It. Leur crowdfunding a été brièvement atteint, même avant la date.
Ils avaient un plafond de 10 000 francs et ils ont récolté plus de 17 000 francs à l'heure actuelle. Donc 172 de leur objectif a été atteint. Et pourquoi je vous en parle spécialement aujourd'hui, c'est que vous ayez contribué à ce crowdfunding ou pas, eh bien, l'attente touche pardon, à sa fin. Le livre, d'après les informations que j'ai directement obtenues à la source par Nicolas Bandelier, devrait sortir la semaine prochaine. Il y a encore quelques petites incertitudes avec l'éditeur, mais c'est vraiment des tout petits détails. Donc, que vous ayez contribué ou non, vous allez bientôt pouvoir mettre la main sur, ce qui s'annonce déjà comme une bible pour tous les amateurs, du football neuchâtelois, mais en particulier les amateurs de Neuchâtel Xamax. Donc, voilà, si vous l'avez, commandé par We Make It, ben, vous le recevrez, chez vous. Sinon, vous pourrez vous le procurer en librairie. N'hésitez pas à voilà, à aller vous le procurer. Ce livre, j'ai suivi un petit peu avec les principaux intéressés l'évolution et ça s'annonce vraiment comme quelque chose d'énorme. Osvaldo, pour tous les fans de Xamax, avoir un livre comme ça, c'est juste le rêve. C'est certain, c'est certain. Moi, je suis en plus, je suis on sait que l'auteur est important, tu l'as dit, Nicolas Bandelier est à RTN, depuis des années en tant que suiveur de Neuchâtel Xamax, tout comme Emanuele Saraceno, d'abord pour l'Express et ensuite pour Arc Info, pour la presse écrite. Donc c'est clair que, voilà quoi, ce genre d'ouvrage, en plus, produit par ce genre de personnage-là dans l'univers de Xamax, c'est certain que c'est appelé à être une référence. Oui, et on vous cache pas que, on a pendant longtemps, sollicité Nicolas Bandelier à venir à l'antenne de Xamcast. Il nous a dit que voilà le projet, lui prenait énormément de son temps et on le comprend quand on voit le résultat, quand on verra le résultat, produit par ça. Ça a été des heures et des heures et des heures d'entretien avec, des gens, qui ont, navigué de près ou de loin avec Neuchâtel Xamax, mais on espère qu'un jour, il répondra favorablement, cette fois-ci, à notre sollicitation pour venir parler un peu de la genèse de ce livre et puis, de nous raconter peut-être quelques anecdotes sympathiques, des interviews, des nombreuses interviews qui ont été réalisées pour, pour la rédaction de ce livre. Moi, personnellement, je me réjouis de mettre la main dessus et de le dévorer et puis je pense que ça va aussi, quand nous continuerons à mentionner l'histoire, xamaxienne, ça va aussi être une source très importante pour nous d'informations. C'est des informations que vous aurez déjà, hein, mais on n'a pas forcément toujours le but de vous apprendre des choses à Xamcast, mais on a, notre objectif, c'est principalement de faire perdurer la magnifique, histoire de notre club, de la transmettre aux plus jeunes générations qui, voilà, on va pas se cacher, hein, qui vivent des moments plus difficiles, par exemple, que ce que moi j'ai vécu, à l'époque quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à suivre le club avec ma famille. Donc, voilà, c'est aussi de rappeler que Xamax, ça a pas toujours été, la situation difficile comme actuellement. Ça a été, aussi, voilà, un club, on va dire, qui fait partie à part entière de l'élite du foot suisse. Et quand on parle de l'ancienne Ligue nationale A et qu'on demande aux gens de citer, les 12 clubs historiques, Osvaldo, il y a de fortes chances que la plupart des suiveurs du foot suisse citent Neuchâtel Xamax comme un des clubs historiques de la Super League, enfin de la Ligue nationale A à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Avec des finalement, j'en reparlais d'ailleurs avec un ami qui suit le Lausanne Sport depuis tout petit et j'en parlais vendredi soir. C'est pas le nombre de titres de champion qui fait forcément l'histoire de Xamax parce on est quand même loin de malgré les 2 titres qu'on a remportés, on est quand même loin derrière l'élite de ce point de vue-là. Mais on va pas se mentir, la Coupe d'Europe est une vitrine extraordinaire et si on se rappelle d'une déclaration de Gilbert Gress qui avait raconté, au moment de la remontée en Super League sous Christian Minguely qu'à un moment donné dans France Football, au classement des meilleurs clubs européens, selon France Football, Xamax faisait partie de ces meilleurs clubs-là à son prime. Faut se rendre compte de ce que ça veut dire pour un club suisse. Donc effectivement, il y a l'histoire est riche et c'est toujours, salutaire quand des personnes s'y penchent.
Effectivement et puis ça salue, des années et des années d'un travail, d'archivage, de consultation d'archives, de création d'entretiens, de réalisation, de synthèse, enfin c'est vraiment un boulot colossal que Nicolas Bandelier et Laurent Weber ont fait. Donc, pour eux, ça doit vraiment être, le soulagement de voir enfin le livre, sortir, d'avoir le travail dans leurs mains et surtout dans les mains des nombreux, nombreux lecteurs. Il y a plus de 180 personnes qui ont investi, hein, dans ce livre, qui ont cru en ce projet et puis on n'en doute pas, que, ce livre sera aussi, sous quelques sapins de Noël, pour cette année 2025. Donc voilà, on voulait encore leur faire de la publicité, ils le méritent vraiment puis voilà, on espère, avoir Nicolas prochainement à l'antenne pour nous parler de tout ça. Nicolas, si tu as le temps de nous écouter, c'est volontiers qu'on te reçoit. On te consacrera un épisode entier, je pense, pour parler de tout ça, de ce livre, mais aussi de ton énorme expérience, heu, en tant que commentateur, sur RTN. Voilà, Bien. Osvaldo, déjà Très gentil. merci à vous chers auditeurs. Oui, tu voulais rajouter quelque chose encore? Non, je disais, tout simplement à ce que tu j'ajoutais simplement à ce que tu venais de dire à l'intention de Nicolas: «Viens, n'aie pas peur, on va pas te mordre». Mais, non, mais blague mise à part, ce serait vraiment un honneur pour nous. J'appuie complètement ce que vient de dire Mirko. Ouais, Au-delà de effectivement, ma remarque, 4e degré, vous l'aurez compris. mais bien sûr. Voilà, comme d'habitude, les remerciements d'usage. Merci à vous chers auditeurs et puis merci à toi Osvaldo et puis du coup à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.